Voilà, donc bonjour à tous. Donc, moi c'est Vianney. Donc, je vais vous présenter les résultats de ma thèse que j'ai faite conjointement ici à l'Université de Lyon et à l'Université de Louvain en Belgique. Alors, ça traite de Sparkle, de sémantique, ça traite de programmation par contrainte. Mais avant de vous parler de tous ces trucs un peu techniques, d'abord un petit sujet, un petit exemple introductif. Imaginons que vous vouliez partir en vacances. Si les vacances c'est passé, mais il fait encore beau, donc on peut encore s'imaginer. Vous voulez partir en vacances et vous aimez un peu les contrastes et vous aimeriez bien avoir un endroit où il y a beaucoup de différences de température. Donc ce que vous cherchez, c'est des endroits qui sont proches les uns des autres, mais qui ont une différence de température, des maximums en août en tout cas, qui soit de plus de 5 degrés Celsius. Bon, demande un peu spéciale, mais pourquoi pas. Vous vous grattez un peu la tête, vous vous dites comment est-ce que je vais faire ça. Alors, dans cette communauté, la question ne se pose pas, mais on va aller chercher sur le web. On cherche un peu sur le web et on tombe très vite sur des pages Wikipédia de différentes villes. Et alors, on scrolle un petit peu, alors je ne peux pas scroller sur le site, mais quand même, on tombe sur toutes les informations qu'on a besoin. Un super tableau avec tout le climat ici de Cotonou, et vous avez ça pour toutes les villes. Vous avez donc les informations. Mais si vous devez parcourir chaque page Wikipédia de chaque ville possible imaginable dans le monde, vous n'êtes pas prêt de partir en vacances. Évidemment, on aimerait bien pouvoir automatiser cela, alors vous voyez très vite où je veux en venir. Ces informations de Wikipédia sont déjà disponibles sous une forme un peu plus facile à utiliser par la machine, et c'est dans le web sémantique, dans le Wikidata, qui représente un peu, enfin qui prend plein d'informations disponibles directement par la machine, et vous voyez ici au centre de tout ce machin Wikipédia qui reprend justement Wikipédia et qui fournit donc les informations sous forme d'un graphe. Alors ça c'est une toute petite partie de ce qu'on peut retrouver dans Wikipédia, juste à propos de Cotonou, qui a effectivement la température maximale en août qui nous intéresse. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce graphe? Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec RDF et le web sémantique. Globalement, on trouve des URI qui représentent de manière unique des ressources ou alors des propriétés, et on peut trouver des littéraux aussi. Et ce graphe peut être écrit de manière tout à fait équivalente sous forme de triplet, sujet, prédicat, objet. Donc il prend simplement tous les faits qu'on retrouve dans notre base de données RDF. Bien, on a les données, maintenant il faut savoir chercher. Et pour cela, heureusement, le web sémantique nous propose Sparkle, qui permet d'écrire des super requêtes, donc comme celle-ci, on cherche deux places, deux endroits, dont la différence de latitude et longitude est plus petite qu'un dixième de degré. C'est la contrainte qu'il fallait que ces places soient proches. Il faut que la différence de température soit de plus de 5 degrés. Et évidemment, on cherche deux endroits différents. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir plusieurs informations de température pour le même endroit. Donc on veut quand même deux endroits différents. Et on ne s'intéresse qu'aux 10 premiers résultats. On ne peut pas avoir trop de résultats. Alors, je rajoute tout de suite ici un petit mot, petit disclaimer si on peut dire. Ici, je ne m'intéresse qu'aux données brutes Wikipédia. Donc, je ne m'intéresse pas à l'inférence. Donc, ceci va faire la requête sur Wikipédia. Tout simplement, on ne fait pas d'inférence logique avec RDF schéma ou quoi. Bien, vous avez les données, vous avez la requête, il suffit que de l'exécuter. Eh bien, faisons cela, on va le mettre dans Virtuoso, ça nous lit un petit peu, et 52 secondes plus tard, on a le résultat. 52 secondes pour faire une requête, qui est un peu complexe, mais c'est quand même très lent. Et la question évidemment, est-ce qu'on peut faire mieux? Et la réponse est évidemment oui, sinon je ne serais pas ici. Avec Castor, on la résout en un peu moins de 5 secondes. Alors Castor, c'est mon outil que je vais vous présenter maintenant. Mais avant de vous présenter les détails plus techniques de Castor, un peu une petite introduction sur comment est-ce qu'on y arrive à ces genres de performance par rapport au moteur Sparkle traditionnel, c'est-à-dire comment est-ce qu'il fonctionne. Et pour cela, je vous propose de prendre un petit exemple, parce que si je veux prendre un exemple sur Wikipédia, ça fait un peu gros, ça ne rentre pas sur mes slides. Donc on va prendre ce petit graphique qui représente 4 personnes, Alice, Bob, Carole et Dave, avec leur âge et la société pour laquelle ils travaillent. Donc on va s'intéresser à cette requête-ci, c'est-à-dire on cherche les paires de personnes qui travaillent pour Acme et dont la première personne est plus jeune que la deuxième. Jusqu'ici, rien de bien compliqué.
juste un petit truc, c'est que ces trucs-ci, c'est un peu trop long à rentrer sur les slides, donc on va abréger à juste l'initiale des URI. Donc on a A pour Alice et ainsi de suite, et même chose pour les prédicats, pour les slides suivants. Jusqu'ici, pas de souci. Alors, comment est-ce que fonctionne un moteur Sparkle traditionnel de l'état de l'art, comme Virtuoso? On va se baser sur des bases de données relationnelles. Donc, on va s'intéresser à chaque triple pattern séparément. Ici, on a 4. Donc, on commence par ça. Donc, on a ici, on veut les employés de l'arrivée, on veut les employés des personnes avec leur âge, et même chose là-bas. Et conceptuellement, ces triple patterns vont être résolus de manière tout à fait indépendante l'une de l'autre. Donc chacun de ces triple patterns va fournir un ensemble de résultats possibles. Donc si on prend le premier, ben on a les employés d'Acme, c'est-à-dire Alice, Bob et Carole. Si on prend le deuxième, on a toutes les paires de personnes employées au nom de Acme avec leur âge. Et pareil évidemment pour les deux autres. Une fois qu'on a ça, seulement là on peut commencer à chercher une solution un peu commune, c'est-à-dire effectuer des jointures entre les triple patterns. Alors les jointures, il y a plusieurs façons de faire. On pourrait prendre ces deux-là d'abord, ou ces deux-là d'abord, ou ce qu'on veut. Il y a des manières plus intelligentes que d'autres, évidemment, et c'est tout le travail du query optimizer qui va trouver le bon plan. Si on ne va pas s'encombrer avec ça, on va prendre les deux premiers, ce qui est quand même une bonne solution, puisqu'on a une variable en commun. Donc si on joint ces deux résultats-là, ça veut dire qu'on va garder que les résultats ici qui ont comme solution pour P1 quelque chose qui apparaît ici. C'est-à-dire les employés d'Acme avec leur âge. Pareil évidemment pour les deux autres. Hop, ça, je fais n'importe quoi. Désolé, voilà. Alors pareil pour les deux autres. Et puis, ici, on peut joindre nos deux résultats, c'est la seule chose qu'on peut faire. Et qu'est-ce qu'on obtient? Boum, ça explose, un résultat énorme. Pourquoi? Parce qu'entre ces deux résultats-ci, on n'a aucune variable en commun. Aucune variable en commun, donc la triple résultat de la jointure, c'est le produit cartésien complet. C'est-à-dire ici 9 solutions. Et c'est seulement maintenant qu'on a un ensemble de solutions qui contient et A1 et A2 qu'on va pouvoir appliquer notre filtre. Notre filtre qui était, bien, je ne veux garder que les résultats où A1 est petit à A2, c'est-à-dire je ne veux garder que 3 résultats secondaires. Quel est le problème ici? C'est ça évidemment. C'est que notre filtre, on peut l'appliquer tout à la fin, et donc on a quelque chose qui va exploser. Et donc c'est pour ça qu'on va proposer un modèle alternatif, complètement différent de calcul. On va se dire, plutôt que de se focaliser sur ces triple patterns, on va plutôt se focaliser sur les variables. Et donc, ce que je vais faire, c'est on va modéliser notre problème Sparkle par ce qu'on appelle un problème de satisfaction de contrainte. Et puis ce problème-là, une fois que c'est une autre modélisation, on va le résoudre avec une technique qu'on appelle la programmation par contrainte. Alors je vais appeler ça CSP et TCP. Ne vous en faites pas, c'est des termes qui peuvent faire peur, mais je vous explique tout de suite en gros comment ça marche. Donc, première étape, modéliser le problème. Donc, modéliser un CSP. Un CSP, c'est très simple, c'est 3 éléments. Enfin, 3 ensembles. On a une variable. Ici, les variables qui apparaissent dans notre requête. On a P1, A1, P2 et A2. Pour chacune des variables, on va avoir un domaine. C'est-à-dire, quelles sont les valeurs que je peux assigner à cette variable. Ici, on ne sait pas trop, donc c'est tous les trucs possibles, imaginables qui apparaissent dans mon dataset initial. Et puis, on a des contraintes, sinon on n'aurait pas le nom constraints. Et ça, c'est tous les triple patterns et notre filtre. Donc, pour la programmation par contrainte, un triple pattern ou un filtre, c'est exactement la même chose. C'est juste des trucs qui vont restreindre ce qu'on pourra assigner à nos variables. Parce que le but d'un CFP, c'est de trouver une assignation possible pour chacune des variables à une valeur de son domaine, de façon à ce que toutes les contraintes soient satisfaites. Pas de souci jusqu'ici? Bien. Ça, c'est très joli, ça correspond exactement à notre requête Sparkle. Et comment est-ce qu'on va résoudre ce truc? Parce que jusqu'ici, ce n'est jamais que une explication du modèle. Et bien, pour cela, on va utiliser la programmation par contrainte. Alors, programmation par contrainte, l'idée de base, c'est on va énumérer toutes les solutions possibles et imaginables.
en construisant un espèce de gros arbre de recherche. Mais on va le faire un peu intelligemment, quand même, parce que sinon ça prend beaucoup de temps. On va utiliser nos contraintes pour élaguer des parties de l'arbre de recherche qu'on sait qu'on ne trouvera pas de solution. Donc on va chaque fois alterner entre deux phases. On va commencer par élaguer, typiquement on va le faire sur le domaine, on va supprimer toutes les valeurs qu'on sait que de toute façon on ne pourra jamais les dessiner à cette variable-là. Et puis une fois qu'on ne sait plus rien faire, on va rechercher. On va essayer. Faisons cela sur notre exemple, ça c'est plus clair. Commençons par notre contrainte. On commence par la première. P1 doit être un employé d'Acme, donc on peut supprimer tout ce qui n'est pas employé d'Acme dans le domaine de P1. A1 doit être l'âge de P1, connaissant P1, là, il faut regarder tout ce qui a l'âge de Alice de notre P3, c'est-à-dire 24, 42 et 50. La même chose évidemment pour nos deux autres contraintes. Et puis ici, déjà maintenant, on peut appliquer notre filtre. Là où tout à l'heure, dans les méthodes traditionnelles, on est obligé d'attendre tout à la fin de toute l'exécution de notre requête pour pouvoir appliquer les filtres, ici on peut déjà commencer à inférer des trucs un peu logiquement. Si A1 doit être plus petit qu'A2, forcément A1 ne peut pas être 50, puisqu'on a un strictement plus petit. Pareil, on peut enlever 24 de A2. Si on fait ça, évidemment, on peut revenir à nos autres contraintes. Ici c'est 2 puisqu'on a supprimé 50 de A1, la seule personne qui avait 50 ans c'était Carole, donc P1 ne peut pas être Carole. Et même ici, on peut en faire ici. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut rien faire. On est arrivé au bout, on a propagé tout ce qu'on pouvait. Donc, maintenant, il faut chercher. C'est-à-dire, on va garder en mémoire cette solution-ci, cet état-ci. Excuse-moi, si je peux t'arrêter une seconde. Oui, bien sûr. Sur le précédent, tu peux juste revenir un cran en arrière. Donc, avec une sémantique de monde ouvert, il est possible qu'il me manque un triplet sur A encore. Exactement. Alors, comment tu fais tu fermes ton monde comment ici là? Alors ici, j'ai oublié les sémantiques de Sparkle, c'est-à-dire que je me contente de travailler sur oui, donc tu fais un dataset. D'accord, donc tu as fait une hypothèse que ton dataset, tu fermes ton dataset complet, je le ferme à ce moment-là. D'accord, merci. Et donc, s'il y a des trucs qui manquent, ok. Je ne peux pas faire la requête sur les trucs qui manquent. C'était important, merci. Donc effectivement, c'est une question, je fais l'hypothèse qu'on ait un dataset complet. Donc, voilà, on est à la recherche. On retient cette situation-ci et on va essayer quelque chose. On va dire, prenons P1 et disons que P1 c'est Alice. Que se passe-t-il à ce moment-là? On peut retourner à la propagation. Là, on connaît l'âge de P1, on connaît l'âge d'Alice. On ne sait plus rien faire d'autre. Donc, on va à nouveau garder en mémoire cette situation-là, un espèce d'instantané. Puis on va essayer autre chose. On va dire, P2, ça va être Bob. Une fois qu'on fait ça, on peut à nouveau propager. On peut enlever 50, on a l'âge de Bob, et on a une solution. Une solution qui respecte toutes les contraintes. Alors l'avantage, c'est que si on ne s'intéresse qu'à un seul résultat, on peut s'arrêter ici. Pas besoin d'aller plus loin. Si on les veut tous, on vient en arrière. On remonte, donc c'est-à-dire qu'on va remonter dans l'arbre, et on va restaurer nos domaines au stade où ils étaient précédemment. Et là, on va essayer autre chose. Donc, nous, dans les deux, on a déjà essayé Boban, là, c'est Carole. C'est bon, on a à nouveau une solution. À nouveau, si on s'adresse qu'à deux solutions, on peut s'arrêter là. Sinon, on remonte. Là, on voit qu'on a tout exploré. Puisqu'on a tout exploré d'une variable, on ne sait plus rien faire d'autre. Donc, on remonte encore un cran. Et on essaye autre chose pour P1. On va essayer Bob. Là, on a déjà propagé l'âge. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'on peut, à nouveau, utiliser notre contrainte, notre petit filtre. Pour éliminer 42 de la variable A2. Donc là, à nouveau, on a utilisé notre filtre pour élaguer encore une partie du travail qu'on avait précédemment. Et on obtient directement une solution. On remonte et on voit qu'on a tout fait, donc on a bien toutes les solutions, sur une requête évidemment qu'on a éliminer, de notre requête. L'intérêt, c'est qu'ici, on n'a nulle part eu un moment où on a un énorme produit cartésien de plein de jointures qui ne s'est pas effectué comme on le voulait. Alors, Castor, donc, applique ce principe-ci. Castor, c'est un solver CP, donc c'est utilise la technologie pour contrainte, mais réécrite de manière spécialisée pour ne s'intéresser qu'à Sparkle. Donc, pas de truc générique, on implémente la plupart de Sparkle 1.0, on pourra venir plus tard. Et on s'intéresse aux requêtes à importance un peu complexe, donc avec des fields et avec des choses explosées.
spécialisé, serveur léger aussi, puisque comme on travaille avec des domaines absolument immenses, les bases de données, on s'intéresse quand même à des bases de données de 100 millions de triplets, eh bien, on doit faire des petites approximations, enfin, des petits trucs pour éviter les algorithmes qui auraient une complexité temporelle ou spatiale qui serait proportionnelle au domaine. Parce que dès qu'on doit parcourir tout notre domaine, on est fichu. Donc on va éviter ça au plus possible. Et de même, les propagateurs, donc ces petits algorithmes qui vont essayer d'éliminer le maximum de valeurs des domaines pour chaque contrainte, on va essayer de les rendre les plus simples possibles, à nouveau pour éviter de perdre du temps proportionnel à des domaines. Parfait. Alors, Castor est un prototype open source écrit en C++, il est sur GitHub. Donc, prenez-le, analysez-le, modifiez-le, adaptez-le, forquez-le. Allez-y. Quelques petits détails techniques, donc je vous remettrai le lien plus tard. Alors, quelques petits détails techniques très rapides à propos de Castor. Donc, il y a plein de petits détails. Je vous en propose juste 3 ici. Qu'est-ce qu'on va faire pour les requêtes composées? On peut avoir un cercueil. Comment est-ce qu'on traite les grands domaines? Et comment est-ce qu'on va traiter les patterns de etc. Alors, requêtes composées, par exemple, on a optionnel. Si on a un pattern et puis un autre pattern qui est optionnel, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est pas très compliqué. On résout le premier pattern. Ça, c'est l'arbre de recherche du premier pattern. Et dès qu'on tombe sur une solution du premier pattern, on va continuer l'exploration avec le deuxième pattern. Alors ça, c'est en contraste par rapport à la spécification Sparkle standard, où on traite les deux patterns séparément et puis seulement on fait des jointures. Ici, traitement pour chacune, on va continuer l'exécution en tenant compte évidemment des variables qui ont déjà été liées en P1. Et pourquoi est-ce qu'ils sont le même? Donc, voilà. Et alors, évidemment, chaque solution devient une solution du pattern. Et on peut revenir en arrière si on trouve une autre solution de P1, mais qui n'a pas de solution de P2, la spécification Sparkle nous dit, à ce moment-là, cette solution-ci de P1 devient aussi une solution. Alors, pour les petits détails techniques, ça nous rajoute des petites complications parce que les CSP ne peuvent pas faire ça en standard, mais on peut quand même le faire en CP. Ok. Alors, pour les domaines, il nous faut une structure adaptée qui puisse être restaurée facilement. Alors, il y a quand même un prix à payer. Il faut quand même stocker un moment donné les valeurs qui sont dans le domaine. On ne le fait qu'une fois. Voilà le domaine. Donc, ça, c'est toutes les valeurs possibles pour le domaine. Et les valeurs qui sont encore dans le domaine, c'est jusqu'à size ici. Et pour savoir où se trouve chacune de ces valeurs, on garde un petit map. C'est un détail pour faire plus efficace. Supprimer une valeur, c'est quoi? Si je veux supprimer la valeur C, je l'échange avec la dernière valeur. Ouf. Ça, c'est en constant, c'est pas compliqué à faire. Pour l'instant, j'ai bien changé le domaine. Et par contre, si je réduis taille de 1, j'ai supprimé une valeur C. En sachant que je n'ai rien touché aux valeurs qui avaient déjà été supprimées. Donc, si je veux restaurer mon domaine, quand je remonte dans l'arbre, eh bien, la seule chose que j'ai à faire, c'est restaurer la taille. Donc, taille est la seule chose que je dois garder en mémoire lorsque je vais plus loin dans l'arbre. Ce qui a évidemment un gros impact sur le performance. Alors, les triple patterns, principalement, ce que je voulais vous dire ici, c'est qu'on garde, on a quand même un triple store dans Castor qui est basé sur RDF3X, donc qui utilise des index en tous les sens, qui permet de faire des petites requêtes toutes simples, juste un triple pattern à notre triple store, pour pouvoir réduire le domaine à juste les valeurs plutôt qu'il y a des triplets qui supportent ces valeurs. Au niveau des performances, on a testé sur le Sparkle Performance Benchmark, Sparkle Performance Benchmark et le Domain Benchmark. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il a des requêtes quand même assez complexes, donc ce qui nous intéresse, et on se compare avec Ozo et Force-Or, qui sont quand même des moteurs d'état assez puissants. Ça marche très bien dès qu'il y a des filtres. Dans ce cas-ci, ne regardez pas Virtuoso qui se débrouille pas mal mais qui triche, donc qui fait des optimisations qui ne respectent pas la sémantique Sparkle. Par contre, on est quand même vachement pas mal.
Ça marche très bien aussi quand il y a des gros filtres. Ici, c'est celui-ci que je peux. Ici, c'est avec des filtres arithmétiques du style que je vous ai montré dans l'exemple introductif. Même sur les gros datasets de 200 millions de pipelettes, ça marche encore. Là où ça marche moins bien, c'est quand on a des requêtes plus classiques de base de données. Là, on passe moins facilement à l'échelle, puisqu'on a toujours toute la machinerie exponentielle de la progression par contrainte. En conclusion, quand j'ai commencé à travailler dans le web sémantique, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait dit les filtres, il ne faut pas les utiliser, ça ne marche pas. La réponse à ça, c'est ceci, c'est Castor. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas utiliser des filtres complexes dans vos requêtes Sparkle. Maintenant, Castor reste un prototype. Il n'est pas encore production ready, comme on peut dire. Et pour le rendre vraiment efficace et utilisable en production, pour moi, la meilleure piste serait d'utiliser cela avec un moteur plus relationnel basé sur les bases relationnelles pour récupérer l'avantage des deux mondes, évidemment. Côté recherche, on peut s'amuser aussi à explorer encore beaucoup plus comment est-ce qu'on peut combiner le web sémantique et la transfert contrainte, rajouter des contraintes en plus, le transfert contrainte, on a fait tout plein. Ou même essayer de voir comment est-ce qu'on peut ajouter de l'inférence logique à l'intérieur de Sparkle directement avec CP. Comme je l'ai dit, c'est open source. Si vous voulez aider à cela, bienvenue. Forquez, allez-y. Et si vous avez des questions, si on a un peu de temps, On n'aura pas de temps. alors vous viendrez me voir.